Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Une petite information à l'issue de la conférence de M. Desroches. Les personnes qui le souhaitent auront la possibilité de faire signer un de ses livres dans la halle, donc au-dessus de nous, où se tient la librairie Les Immortels. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour. Le XVIe siècle fut marqué au Maroc par l'arrivée au pouvoir de ceux que l'on appelait autrefois les Chorfa, c'est-à-dire ceux qui revendiquaient une origine remontant au prophète de l'islam, Mohammed. Chorfa, c'est comme ça qu'on le prononce de manière, disons, locale. En arabe classique, ce serait Shorafa. Et le pluriel de Sharif, un terme qui désigne traditionnellement les descendants de Mohammed et que l'on retrouve en français dans l'adjectif chérifien. La première dynastie chérifienne du Maroc fut celle des Saadiens. À ceux d'entre vous qui ont visité Marrakech, le nom vous sera familier puisque l'un des ensembles monumentaux de la ville, qui fut leur capitale, sont précisément les tombeaux des Saadiens. Installés à l'origine dans le sud du pays, ils réussirent à conquérir progressivement le Maroc pour en prendre le contrôle total en 1549, après avoir vaincu les derniers Ouattassides, la dynastie qui les a précédés. S'appuyant sur des mouvements mystiques, ils firent du djihad contre les Espagnols et les Portugais installés dans des points forts côtiers un élément clé de leur politique d'expansion. De ce fait, la dynastie, particulièrement sous les règnes des sultans Mohammed al-Cheikh, Abdallah al-Khalib et Ahmad al-Mansour, est généralement comprise comme un élément clé pour l'émergence du Maroc moderne. Ahmad al-Mansour, surnommé al-Dhahabi, c'est-à-dire le doré, l'aurique, est un acteur central de la période et a fait l'objet d'une attention particulière de la part des historiens. Le plus jeune fils du sultan Mohammed al-Cheikh, donc sur l'arbre généalogique, son père est ici, son frère qui l'a précédé, Abdallah al-Khalib, est ici, et lui-même donc est sans doute l'un des plus jeunes enfants, le plus jeune ou l'un des plus jeunes en tout cas. Il arriva au pouvoir à la suite d'une bataille qui fit beaucoup de bruit à l'époque, la bataille dite des Trois Rois. Au cours de cet affrontement, qui eut lieu le 4 août 1578, 3 souverains trouvèrent la mort. Le roi Sébastien du Portugal, qui avait entrepris une croisade pour conquérir le Maroc, Abdallah al-Mutawakkil, fils d'Al-Khalib et neveu d'Ahmad al-Mansour, qui voulait reprendre avec l'aide des Portugais le pouvoir qu'il avait perdu, et le sultan régnant et frère d'Ahmad al-Mansour, Abd al-Malik. La victoire des troupes de ce dernier sur les deux opposants ne lui profita pas. Il mourut au cours de la bataille, vraisemblablement d'une maladie qu'il avait contractée auparavant, tandis que ses deux adversaires périssaient, eux, par l'épée. Ahmad al-Mansour devint donc sultan sur le champ de bataille et gagna ainsi son surnom de Mansour, c'est-à-dire soutenu par Dieu, victorieux. Il eut la chance de régner longtemps, de 1578 à 1603, soit un quart de siècle, et dans des conditions favorables. La richesse disponible à ce moment, provenant de la rançon des prisonniers portugais faits sur le champ de bataille, de l'exportation du sucre de canne, peut-être aussi de la conquête de Tombouctou, a fourni à ce souverain astucieux les moyens de stabiliser son contrôle sur le pays et de donner au Maroc un moment de grandeur. Ces circonstances, sans doute exploitées habilement par un sultan qui possédait un réel talent d'homme d'État, allaient lui donner la possibilité de jeter les bases d'un État efficace. Doué d'une rare vision politique, il fut particulièrement attentif à son image, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et veilla à donner de la substance à son personnage de, et je cite, « sultan des savants et savant des sultans », comme l'avait surnommé l'un de ses contemporains. Les chroniqueurs marocains de l'époque célèbrent ses talents de poète
mais il ne semble rester que quelques bribes de ses compositions. Il s'essaya à la compilation de textes de piété, et vous voyez sur l'écran le manuscrit de l'ouvrage dont je parle, et il aurait aussi rédigé un traité de politique dont aucune trace ne subsiste. Les mêmes sources rappellent par ailleurs son goût pour les débats savants dont on aime à penser qu'il tirait parti des œuvres présentes dans la bibliothèque qu'il établit dans son palais de Marrakech. Suivant dans sa politique étrangère le chemin tracé par ses prédécesseurs, il fut capable d'amener le Maroc sur le devant de la scène internationale qui était alors dominée par ses deux puissants voisins, l'Espagne chrétienne d'une part et l'Empire ottoman de l'autre. Alors l'Empire ottoman en fait arrive jusqu'ici, c'est pratiquement à la porte du Maroc. Le sultan regardait avec attention, méfiance et intérêt les développements qui se manifestaient des deux côtés, particulièrement de celui de l'Espagne, où les Morisques, les dernières communautés musulmanes de la péninsule ibérique, étaient une source directe, bien que clandestine, d'informations. Ahmad al-Mansour fut une figure familière de l'Europe de la Renaissance à tel point qu'il inspira à Shakespeare le personnage du prince du Maroc dans Le Marchand de Venise et peut-être, selon certains, celui d'Othello. Avec les fils d'Ahmad al-Mansour, dont le plus important est Moulay Zaïdan, qui régna de 1603 à 1627, 1608 est une erreur sur l'écran, commence le déclin de la dynastie. Moulay Zaïdan est le deuxième acteur de l'histoire qui nous occupe aujourd'hui. Il paraît avoir été plus fécond en matière de composition littéraire que son père. Il aurait rédigé lui-même un commentaire du Coran inspiré d'auteurs plus anciens, ainsi que des poèmes. Mohammad Hadji, excellent connaisseur de la période, qualifie d'ailleurs Moulay Zaïdan de prince lettré ignoré. La mort d'Ahmad al-Mansour fut le début d'une longue guerre de succession qui allait affaiblir le Maroc et mener la dynastie saadienne à sa perte. Moulay Zaïdan et son frère Abou Faris, le troisième des acteurs principaux de l'histoire de la bibliothèque, se proclamèrent tous deux sultans en 1603, le premier à Fès, dans le nord du Maroc, Abou Faris à Marrakech, dans le sud. D'autres prétendants apparurent et jusqu'en 1610, la situation fut très mouvante et fertile en retournements. Après cette date, Moulay Zaïdan apparut aux yeux des puissances européennes comme le sultan légitime du Maroc, mais la situation intérieure s'était profondément dégradée. Des années de conflits avaient appauvri le pays et l'installation à Rabat des Morisques, expulsés d'Espagne, contribua à affaiblir le contrôle que Moulay Zaïdan exerçait sur le nord du Maroc. Après ce rappel du contexte de l'époque, je voudrais maintenant évoquer l'héroïne de l'histoire qui va suivre, je veux dire la bibliothèque, ou mieux les bibliothèques des Saadiens. Avant Ahmad al-Mansour, d'autres sultans de la dynastie ont possédé des livres. Toutefois, nous n'en avons pas conservé en quantité suffisante pour avoir la certitude qu'ils avaient une bibliothèque digne de ce nom. Pour Ahmad al-Mansour, nous disposons d'informations tant dans les sources contemporaines que sur des manuscrits qui lui ont appartenu pour savoir qu'il posséda de très nombreux livres qui constituaient une bibliothèque d'envergure. Comme l'écrit un chroniqueur légèrement postérieur, et je le cite, « Ahmad al-Mansour était grand amateur de livres et cherchait à se les procurer de tous côtés. Sa collection était la plus précieuse qu'on eût jamais formée avant lui, et depuis cette époque, personne n'en a possédé une semblable. Il avait lu en entier la plupart de ses livres qu'il avait couverts d'annotations de sa main. Parmi ceux qui lui ont appartenu, certains étaient déjà siens alors qu'il était prince, tel ce manuscrit de poésie dont le copiste a ajouté, au lendemain de la bataille des Trois Rois, quelques lignes sur la page que vous voyez, où il flatte subtilement celui qui est désormais le sultan et à qui l'on doit 2 vers écrits dans la marge. Ces 2 vers ont récemment été identifiés comme étant de la main d'Ahmad al-Mansour. Ahmad al-Mansour, nous le savons par des lettres de la période, a déployé des efforts considérables, tant humains que financiers,
pour constituer une bibliothèque en accord avec la stature qu'il prétendait imposer non seulement à l'intérieur de son pays, mais également vis-à-vis du reste du monde musulman. Nous savons ainsi qu'il avait mis sur pied un réseau de correspondants, notamment au Caire, pour acquérir les textes qu'il recherchait. Dans une de ses lettres, il évoquait, pour son correspondant égyptien, un cahier où étaient notés les titres qu'il convoitait plus particulièrement. Avant l'âge d'Amazon, le souverain marocain jetait donc à distance, précisant seulement qu'il préférait les copies calligraphiées de belle qualité. Le Caire a probablement représenté la source la plus importante d'approvisionnement en livres pour les Saadiens et pour Ahmad al-Mansour en particulier. Mais le rôle de Constantinople ne peut être négligé. Ali ibn Muhammad al-Tamurghuti, qui séjourna en tant qu'ambassadeur entre 1589 et 1590, donne un témoignage direct à ce propos. Je cite, « Il y a des livres à Constantinople en quantités énormes. Les bibliothèques et les marchés en débordent. Il arrive des livres de tous les pays du monde. Nous en avons rapporté un grand nombre, plein d'intérêt, dont Dieu, qu'il soit exalté, nous facilita l'acquisition. » Le jeu des ambassades, mais aussi d'éventuels voyageurs marocains, ont assurément mis à profit les ressources de Constantinople en faveur du Maroc et de la bibliothèque saadienne. Dans ce cas, comme dans celui du Caire, la partie orientale du monde musulman joua donc un rôle de premier plan. Des villes voisines du Maghreb purent toutefois apporter une contribution. Ce n'était peut-être pas le cas de Tunis, puisque At-Tamghouti ne dit rien à propos des livres dans sa description de la ville, qui était encore, il est vrai, sous le coup de l'occupation espagnole de 1535 à 1574, mais il note qu'à Alger, et je le cite, « on se procure des livres plus facilement que dans les autres villes de l'Ifriqiya, c'est-à-dire le nord l'Afrique du Nord, notamment beaucoup de livres andalous. » Les livres d'Al-Mansour sont identifiés par des ex-libris manuscrits qu'il porte ou encore par l'impression de son sceau, que vous voyez à l'écran, qui reproduit sa signature officielle faite à la façon ottomane. À la mort du sultan, ces livres passèrent entre les mains de ses fils. Ce transfert semble s'être fait essentiellement en faveur de Moulay Zaïdan. En fait, nous n'avons qu'un seul exemple d'une transmission de la bibliothèque d'Ahmad al-Mansour en faveur de son autre fils, Abou Faris. Et pourtant, nous avons conservé un certain nombre de livres qui portent la marque de ce dernier, ce qui prouve qu'il avait lui aussi constitué sa propre bibliothèque. Mais ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que nous conservons un nombre relativement réduit de livres qui proviennent d'Ahmad al-Mansour, alors même que, d'après les sources de l'époque, dont celle que je vous citais tout à l'heure, nous savons qu'il avait formé une collection considérable d'ouvrages. Même en tenant compte du fait que les différents acteurs de cette histoire n'ont pas écrit de manière systématique leur nom sur les livres qui leur ont appartenu, la différence numérique entre les manuscrits qui portent la marque de Moulay Zaïdan d'une part et ceux de son père de l'autre est considérable. En une dizaine d'années, entre 1603 et 1612, Moulay Zaïdan a inscrit ou fait inscrire son ex-libris sur 241 manuscrits, alors qu'Ahmad al-Mansour, si nous croyons ce que nous voyons sur les livres aujourd'hui, ne l'aurait fait que sur 49 durant tout son règne de 25 ans. Donc, on peut faire la distinction entre les marques sultaniennes et les marques princières, dans la mesure où l'ex-libris dit clairement que le livre appartient au sultan. Il ne semble pas qu'on puisse envisager un phénomène d'élimination massive des marques de propriétaires antérieurs par les bibliothécaires de Moulay Zaïdan. Sur la page initiale de plus d'un manuscrit voisinent les marques de 2 possesseurs sultaniens et les cas de grattage sont très rares. Que s'est-il donc passé ? La mort d'Al-Mansour s'est-elle accompagnée d'une dispersion partielle de ses livres, ce qui expliquerait les chiffres que l'on voit sur l'écran ? Les sources sont silencieuses à ce sujet, mais cela semble le plus vraisemblable.
Lorsqu'il se proclama sultan en 1603 à la mort de son père, Moulay Zaïdan ne se trouvait pas à Marrakech, mais à Fès. Il n'a donc pas eu sur le moment la possibilité de faire sienne la collection paternelle qui se trouvait bien sûr dans la capitale. Lorsqu'il devint définitivement le maître de cette ville, Marrakech, en 1608, il entra dans une cité qui avait connu bien des vicissitudes au cours des 5 années qui s'étaient écoulées. Il est vraisemblable que le désordre favorisa la dispersion des livres entre les autres prétendants qui tour à tour occupèrent la ville, mais aussi entre des acteurs locaux qui mirent à profit la faiblesse du pouvoir pour se saisir de volumes d'une bibliothèque en déshérence. La comparaison avec ce que nous savons d'autres sultans de cette dynastie laisse penser que ces collections princières et sultaniennes étaient avant tout des biens personnels que rien ne protégeait contre la dispersion une fois le possesseur disparu. Comme son père, je l'ai dit, Moulay Zaïdan voulut constituer une bibliothèque. Alors qu'il était prince, il commença à acquérir des livres, comme en témoignent ses manuscrits. L'acquisition la plus ancienne dont nous ayons conservé la trace date de 1586. Ces ex-libris sont variés dans leur formulation, mais globalement imitent ceux de son père. Tous deux affectionnent des épithètes déjà employées il y a très longtemps par les califes abbassides. C'était de toute façon, pour l'un et l'autre, une façon de s'inscrire dans la continuité de l'âge d'or de l'islam, mais aussi une façon de revendiquer leur origine orientale et leur lien avec Mohammed. L'une des surprises que réservait l'étude de la bibliothèque de Moulay Zaïdan est constituée par les notes qu'il a laissées sur ses livres. Ce sont des notes d'un lecteur savant, qui n'hésite pas parfois à donner la biographie d'un des auteurs. Ce sont souvent donc des notes d'un lecteur savant, mais c'est souvent aussi l'homme, Moulay Zaïdan, qui s'exprime. Il fait part de ses sentiments à ses confidents, que sont les livres, qu'il déteste que l'on touche d'ailleurs. J'en veux pour preuve une note développée qui figure en tête d'un manuscrit de sa collection. Un certain Abdallah ibn Ali avait écrit son propre ex-libris, puis 2 vers à contenu assez pieux dans la partie supérieure. En dessous, 10 lignes de la main de Moulay Zaïdan, c'est dire s'il avait des choses à dire, constituent une réponse cinglante où il conteste la possession de cet Abdallah. Je cite, en abrégeant un petit peu, « L'ouvrage m'appartient par achat », écrit-il. Il était du nombre de mes livres jusqu'à ce que Dieu décrète mon départ vers Tlemcen et que Abdallah s'en empare. Mais lorsque Dieu m'a accordé la victoire, suite à la conquête de Sijil Massa par l'épée, j'ai pulvérisé cet antagoniste. Par conséquent, on m'a livré tous ces livres et j'en ai retiré la plupart des miens. Si je le vins, je récompenserai sa bévue par l'épée. Si nous pouvions avoir un doute sur ce que pouvait ressentir Moulay Zaïdan devant la perte de ses livres, cette note nous éclaire complètement. Sa colère éclatait et, lorsque l'occasion se présentait, il n'oubliait pas les torts qui lui avaient été faits. Les manuscrits de Moulay Zaïdan ne laissent donc aucun doute sur l'attachement que le sultan portait à sa bibliothèque. Et pourtant, une série d'événements allait conduire au pire. Paradoxalement, l'action d'un savant traditionnel marocain, Ibn Abi Mahalli, lui-même auteur de traités sur le djihad et farouchement opposé à l'installation de présides espagnols sur la côte marocaine, allait provoquer la perte de la bibliothèque tout entière et, qui plus est, faire tomber cette dernière entre les mains d'un ennemi abhorré. En février 1611, apprenant que sa cité natale de Larache, donc sur la côte nord du Maroc, ici, apprenant donc que sa cité natale venait d'être cédée aux Espagnols quelques mois plus tôt, Ibn Abi Mahalli composa un train sur la ville perdue, puis, quelques jours plus tard, brisa son calame, renonçant ainsi de manière symbolique à son appartenance à la caste des lettrés pour ceindre l'épée et s'engager sur le chemin du djihad.
Rien ne laissait présager qu'Ibn Abi Mahali, un mystique qui fut aussi un apologiste du tabac, allait conduire ses partisans à une victoire si rapide. En quelques mois, il balaya les troupes sultaniennes du sud du Maroc et atteignit le 15 mars 1612 Marrakech, capitale des Saadiens que Moulay Zeidan dut abandonner précipitamment. L'amour que ce dernier portait au livre, et dont témoignent les annotations que je vous ai montrées, explique assurément qu'il ne se soit pas résigné à abandonner sa bibliothèque dans le palais du Badi. Comme son père, Ahmad al-Mansour, Moulay Zeidan veillait à offrir l'image d'un prince versé dans les sciences traditionnelles. Ces manuscrits représentaient à ses yeux une possession de la plus haute valeur, un trésor de savoir dont il ne voulait pas se séparer. Et plutôt que de risquer de les voir tomber entre les mains d'Ibn Abi Mahali, il les emporta d'abord avec lui vers Safi, sur le littoral atlantique, d'où il avait conçu le projet de s'embarquer avec sa suite vers le sud pour rejoindre le Souss, la région d'où la dynastie tirait son origine et où il comptait bien rallier ses partisans. 2 navires mouillaient devant Safi, un Hollandais et le Notre-Dame de la Garde, dont le propriétaire, un Provençal appelé Jean-Philippe Castellane ou de Castellane, avait été nommé consul au Maroc en 1607 par Henri IV et confirmé en 1610 par son fils Louis XIII. Moulay Zeidan le nolisa pour mettre en sûreté ses gens et ses biens. Lui-même prit place avec les siens sur le Hollandais, tandis qu'on portait à bord du Notre-Dame de la Garde ses hardes, je cite le terme employé à l'époque, et surtout, ce qui nous intéresse ici, les 73 balles et la dizaine de coffres qui contenaient les livres du sultan. Les 2 navires mirent le cap vers le sud et, après une traversée sans encombre, jetèrent l'ancre en rade d'Agadir le 16 juin 1612. Le sultan et son entourage rejoignirent le rivage et une bonne partie de ces hardes fut également débarquée. La découverte récente par le père Jaime Sepulcre, tant à Simancas qu'à Ségovie, de documents des archives espagnoles qui jettent un jour nouveau sur cet épisode romanesque, nous permet de connaître plus en détail la suite de cette histoire. Nous apprenons ainsi que les Français étaient en fait arrivés depuis août 1611 dans les eaux marocaines et avaient subi depuis toutes sortes d'avenirs. Sans compter ce qu'ils avaient appris du destin de l'équipage d'un autre navire marseillais, le Saint-Augustin, qui avait été égorgé peu avant par des soldats de Moulay Zeidan, ils avaient été floués par l'intermédiaire à qui ils avaient remis les marchandises qu'ils avaient apportées et avaient dû ensuite faire sans rémunération 3 voyages entre Safi et Agadir, c'est-à-dire s'ils connaissaient bien le trajet, pour transporter des approvisionnements pour Moulay Zeidan, lequel, prudent, avait retenu Castellane et un fils de celui-ci en otage pour être sûr que le navire ne prenne pas le large. C'est dire si, à bord du Notre-Dame de la Garde, la nervosité régnait, tandis que Castellane et le capitaine Valentin Galerio attendaient des instructions pour débarquer le reste de la cargaison et recevoir les 3000 ducats convenus. Plusieurs jours passèrent sans que les engagements initiaux du sultan se concrétisent. Ce dernier se trouvait sans doute à la fois dans l'impossibilité de régler sa dette et trop occupé par ailleurs à tenter de retourner la situation en sa faveur. De son côté, Castellane soupesait les risques auxquels il devait faire face. En débarquant la cargaison de son propre chef, il craignait fort de rester avec une créance qui ne serait jamais honorée. La position très incertaine dans laquelle se trouvait alors le souverain marocain laissait d'autre part penser qu'il lui serait difficile de réagir de manière efficace pour récupérer ses biens. De ce que notre Provençal savait de la situation, le sultan pourrait même bien ne jamais reprendre sa place. Finalement, l'ensemble de l'équipage et Castellane se mirent d'accord pour lever l'ancre et mettre le cap vers Marseille. Un document formalisant cette décision fut signé par tous et, dans la nuit du 22 juin 1612, le Notre-Dame de la Garde mit subrepticement à la voile en direction du nord.
Castellane comptait-il déposer le tout entre les mains de M. de Guise, alors gouverneur de Provence, et qui lui avait peut-être donné des instructions avant son appareillage vers le Maroc? C'est du moins ce qu'il affirme. Il semble plus vraisemblable que lui et ses hommes avaient pour projet de vendre la cargaison au plus offrant. Ce voyage vers le nord se présentait à l'équipage comme la solution la moins hasardeuse, le seul risque étant constitué par les corsaires actifs en Atlantique et en Méditerranée. Il comportait néanmoins une difficulté majeure. D'après les informations contenues dans les archives espagnoles, on sait que le pilote était mort inopinément à Safi et, sans ses compétences, le navire se perdit. Si l'on en croit le témoignage des matelots, il serait parti si loin en direction de l'ouest que l'équipage aperçut Madère à l'horizon, que vous voyez sur la carte. Cela explique que le Notre-Dame de la Garde se trouvait encore sur la côte atlantique du Maroc au début du mois de juillet. Les quelques 700 kilomètres qui séparent Agadir de l'embouchure du Sébou ne réclament pas plus de 3 jours de voile dans des conditions normales en supposant une vitesse de 5 nœuds, bien moins que les 12 jours mis par le bateau pour relier les 2 points de la côte marocaine. Le 4 juillet 1612, au plus tard, le Notre-Dame de la Garde entrait donc dans l'embouchure de la rivière de la Mamora, comme on disait à l'époque, que nous connaissons de nos jours sous le nom de Sébou. Le 5 juillet 1612, le lendemain, 12 heures fut nécessaire à Juan Lara Moran, à la tête d'une flottille de 3 galions et d'une galiote de l'armada de Philippe III, pour s'emparer du Notre-Dame de la Garde au cours d'une sortie routinière de patrouille contre les pirates de la côte marocaine. Jean-Philippe de Castellane se présenta à l'officier espagnol comme ambassadeur de Louis XIII auprès de Moulay-Zaydan. Il précisa qu'en plus des marchandises et de 2 chevaux destinés au roi de France et au duc de Guise, le vaisseau transportait également des vêtements, des bijoux et un grand nombre de livres appartenant au sultan. D'après le rapport que rédigea presque sur le champ le capitaine Juan de Lara, nous pouvons savoir que Castellane lui raconta également, brièvement, les tribulations du bateau et de l'équipage. L'affaire aurait pu et peut-être aurait dû s'arrêter ici. La France et l'Espagne étaient alors engagées dans des négociations qui allaient conduire au mariage espagnol, comme on l'appelle, l'union de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, qui sera célébrée à Bordeaux le 28 novembre 1615. Dans un contexte de relations pacifiques, il n'y avait pas lieu de s'emparer du navire et d'arrêter les membres de l'équipage. Le cauchemar qui attendait ces derniers n'en est que plus difficilement compréhensible. Non contents d'infliger des sévices à certains marins, les soldats espagnols qui étaient montés à bord s'employèrent à ouvrir les coffres qui appartenaient à Moulay-Zaydan à la recherche d'objets de valeur. Lara fit conduire le Notre-Dame de la Garde vers Cadix, non sans se faire précéder d'informations destinées sans doute à justifier ce qui s'était passé à l'embouchure du Sébou. La fin de l'été et le début de l'automne furent occupés par le procès des Français. À terre, l'amiral Luis Fajardo, qui commandait l'armada de la côte atlantique, prit l'affaire entre ses mains. Un premier juge entreprit les interrogatoires, mais les résultats qu'il obtint débouchaient sur une proposition de remise en liberté de Castellane et de l'équipage, et cela ne correspondait visiblement pas au plan que Fajardo avait imaginé, lui qui voulait un verdict de piraterie qui enverrait à la potence ceux dont il avait déjà décidé qu'ils étaient coupables. Il le remplaça donc par un autre juge dont il avait, et je cite, « grande opinion de son christianisme et de sa rectitude ». Usant de la torture pour arracher les aveux, ce deuxième juge réussit à faire confesser leurs crimes aux accusés et le 23 octobre 1612, le capitaine et son second furent condamnés à la peine capitale, Castellane et les autres marins aux galères. Ils firent tous appel. Les efforts inlassables de l'ambassadeur de France à Madrid auprès de Philippe III finiront par déboucher, toutefois, sur une remise en liberté de ces malheureux, mais après plusieurs mois.
Mais revenons à la bibliothèque de Moulay Zeidan. Après leur périple maritime commencé à Safi, les livres avaient enfin rejoint la terre ferme et avaient été débarqués à Cadix. Comme nous l'avons vu, la majorité d'entre eux avaient été initialement placés dans des ballots faits à la hâte au nombre de 73. D'autres, légèrement mieux décrits dans un inventaire établi à Cadix peu après leur arrivée, le 6 août 1612, se trouvaient à l'intérieur de coffres. Si je compte bien, il y en aurait eu une dizaine, recouverts d'étain, qui contenaient chacun entre 30 et 40 volumes, généralement ceux qui avaient des reliures en textile. Au total, il y avait un peu plus de 4000 manuscrits qui furent placés dans un dépôt. Dès juillet 1612, au lendemain de la capture du Notre-Dame de la Garde, le capitaine Juan de Lara avait signalé à ses supérieurs le vif attachement que Moulay Zeidan éprouvait pour ses livres. Cette information, d'ordre plus psychologique que matériel, venait sans doute de Castellane. Elle ne resta pas confinée dans les milieux de la flotte, mais entra très vite dans les échanges très suivis entre Cadix et Madrid. De fait, l'un des intérêts majeurs des archives est de mettre en évidence l'intérêt que la cour d'Espagne manifesta dès août 1612 pour la bibliothèque elle-même, plus d'ailleurs que pour les objets qui avaient été dérobés par les hommes de Lara et peut-être même d'ailleurs par ce dernier. L'amiral Fajardo, premier destinataire du message de Lara, s'attendait donc sans doute à recevoir une bibliothèque princière, un peu similaire à celle que Philippe II avait fondée à l'Escorial. Il avait certainement une idée de cette dernière, puisque le roi avait fait acheter pour la Laurentiana certains des livres de son père après le décès de ce dernier. Il fut sans doute désappointé en examinant lui-même les volumes qui avaient été placés dans un dépôt à Cadix. Il mit en avant quelques notations matérielles susceptibles de faire un peu d'effet sur ses correspondants madrilènes, insistant sur ce qui était familier à un noble espagnol du début du XVIIe siècle, le taffetas de soie de quelques reliures, leur dorure ou encore des tissus précieux qui protégeaient les volumes. Il est intéressant de noter que la réputation de la bibliothèque se fonda par la suite sur l'imaginaire que l'on avait d'une collection sultanienne. Ainsi, Achille Arlet Sancy, ambassadeur de France à Constantinople, rédigea en 1617 une lettre où il évoquait à son correspondant parisien la richesse des reliures. Il n'avait bien sûr jamais vu les livres de Moulay Zeidan, mais il imaginait bien ce à quoi ils ressemblaient. Mais la bibliothèque du sultan était une bibliothèque savante, mieux encyclopédique, à l'image tant du calife des savants et savants des califes, comme on avait appelé Ahmad al-Mansour, que du savant des califes et des sultans, surnom que l'on avait donné à son fils. Tous les deux étaient intéressés par les sujets traités dans les manuscrits qu'ils possédaient et qu'ils lisaient de manière assidue. Aussi, peu importait finalement l'état ou la qualité esthétique du manuscrit. Ce qui comptait, c'était bien le texte. Nous ne savons pas de quelle manière était désignée la bibliothèque de Moulay Zeidan, mais celle de son père, mentionnée dans plusieurs notes, dans des documents, dans des textes, est qualifiée de savante. L'analyse que l'on peut faire aujourd'hui du contenu de la bibliothèque de Moulay Zeidan ne peut manquer de faire penser à une devise bien connue et pratiquement contemporaine, des omnire scibili. Comme l'observait Henri de Castres, fin connaisseur du Maroc, je le cite, « Nos esprits européens se refusent à admettre qu'une conception brutale de la fonction royale, parce que, par exemple, au lendemain de la bataille des Trois Rois, Ahmad al-Mansour donne l'ordre de dépecer son neveu Abdallah, d'empailler sa peau pour la faire se promener dans tout le Maroc pour montrer que le rival est bien mort. Donc bon, on avait ce genre de choses qui peut penser à une certaine rugosité, mais comme le disait Henri de Castres, cette conception brutale de la fonction royale s'associait à une culture scientifique et à des goûts littéraires. Non que la bibliophilie ait été étrangère à Moulay Zeidan ou à son père. Si les Saadiens ne paraissent pas avoir exercé un patronage très significatif en
quantité en matière de copies produites localement, il n'en faudrait pas conclure qu'ils n'ont pas été des mécènes inspirés de l'art du livre. La reliure paraît ainsi avoir bénéficié d'une attention spéciale de leur part. Pas forcément des reliures de très grand prix, mais des reliures qui correspondent à un nouveau style dont la diffusion leur est en partie due au Maroc, celle que les Ottomans avaient contribué à répandre dans l'ensemble de leur empire et au-delà de ses frontières. Ce n'est pas seulement la technique qui est concernée, mais l'esthétique de la reliure, avec des jeux sur les couleurs des cuirs, les contrastes entre dorure et non-dorure, etc., etc. Ce sont tous ces marques qui correspondent donc à un changement dont le palais a soutenu la diffusion. La réceptivité d'Ahmad al-Mansour vis-à-vis de modèles ottomans ne s'est pas limitée à la reliure. Il a ainsi commandité une copie du Coran qui semble refléter un projet de renouvellement de l'enluminure maghrébine en y introduisant des éléments du répertoire classique ottoman. C'est une enluminure absolument fascinante parce que ces éléments, par exemple, pourraient être l'œuvre d'un enlumineur de Constantinople, alors que ceci est caractéristique d'une production locale. Donc il y a une espèce de synthèse qui a été faite qui est absolument fascinante. Mais au bout du compte, la collection était bien étrangère au goût et aux intérêts de ceux entre les mains de qui elle était tombée. Bien plus, elle y était tombée dans un moment de forte défiance vis-à-vis du monde musulman. Philippe III ne venait-il pas 2 ans plus tôt d'expulser les dernières communautés musulmanes d'Espagne ? La possession d'ouvrages en arabe n'avait-elle pas été interdite quelques décennies plus tôt et les contrevenants ne s'exposaient-ils pas à susciter l'intérêt très sourcilleux de l'Inquisition ? Les manuscrits de Moulay Zeidan paraissaient donc voués à être dévorés par les flammes d'un bûcher, comme cela avait été le cas pour ceux qui avaient été saisis à Grenade en 1501, peu après la prise de la ville en 1492. Il n'en fut rien, car sur l'ordre même de Philippe III, les livres de Moulay Zeidan prirent le chemin de Madrid. Le roi ordonna à Fajardo d'organiser le transport des 4000 volumes sur les 600 kilomètres qui séparent Cadix de la capitale, et les archives jettent un jour nouveau sur le rôle du souverain espagnol dans cette affaire et montrent qu'il fut un acteur décisif de celle-ci. À Madrid, une nouvelle étape fut franchie. L'inventaire de Cadix soulignait l'obstacle que constituait la langue pour apprécier la nature de la cargaison. Il n'y avait personne pour interpréter le sens de ces manuscrits. Dans la capitale, le souci de savoir passa au premier plan et Francisco de Gourmendi, criado de Philippe III, fut chargé, en raison de sa connaissance de l'arabe, de faire une première évaluation du contenu. Et alors c'est tout à fait fascinant parce que cet homme marque son nom, donc c'est voilà, Francisco de Gourmendi, il le marque en caractères arabes. Donc là, on change complètement de registre. Dans un mémoire qu'il adressa au roi à la suite de son travail, il écrivait qu'il y avait 4000 livres à 20 ou 30 près, dont la majorité n'avait pas de titre et dont plus de 500 n'avaient pas de reliure. Gourmendi identifia de manière sommaire les contenus des manuscrits. Selon ses dires, plus de 2000 d'entre eux étaient des traités sur le Coran, 1000 concernaient différents sujets des humanités et le reste portait sur la philosophie, les mathématiques, quelques-uns sur la médecine. Il soulignait que le travail qu'il avait fait pour arranger les volumes, et je le cite, selon les sciences et les facultés, observant que les livres n'avaient pas de maison où ils puissent rester, il terminait son mémoire en recommandant au roi de les transférer à l'Escorial, ce qui fut fait en 1614, de nouveau sur décision royale. Pour avoir voulu éviter que ces livres ne tombassent entre les mains d'Ibn Abi Mahalli, Moulay Zeidan les avait laissés capturer par son ennemi le plus déterminé. Faute de contact diplomatique direct avec les deux puissances impliquées dans cette affaire, la France et l'Espagne,
il envoya une ambassade à Constantinople pour obtenir le soutien ottoman. L'affaire fit du bruit sur les rives du Bosphore puisque Achille Harlet de Sancy, que j'ai déjà mentionné, alors ambassadeur de France auprès de la Sublime Porte, en entendit parler et s'en fit l'écho dans sa correspondance. La sympathie des Ottomans était sans doute un réconfort pour le sultan marocain, mais il fallait trouver un accès plus direct et plus efficace pour obtenir la restitution des livres. Il lui sera offert par les Provinces-Unies qui entretenaient des liens diplomatiques et commerciaux relativement constants avec le Maroc saadien pour une raison très simple, c'est qu'ils avaient le même ennemi, l'Espagne. Dès août 1612, une délégation composée du caïd al-Jazouli et d'un eunuque, assisté par un juif marocain familier de ses missions, fut dépêchée à Amsterdam pour obtenir des Hollandais qu'ils fassent délivrer par la Cour de France, par le biais de l'ambassadeur des Provinces-Unies à Paris, un sauf-conduit en faveur d'al-Jazouli qui devait aller plaider la cause de son maître auprès du roi de France, Louis XIII. La France se trouvait placée bien involontairement dans une situation extrêmement délicate. Pour Moulay Zeidane, elle avait une responsabilité directe puisque Castellane était son consul au Maroc. Et il le savait d'autant mieux qu'il avait négocié avec ce dernier un traité dont le texte vient justement d'être retrouvé dans les archives espagnoles parmi les papiers confisqués à Castellane. La France, pour lui, devait donc répondre de la conduite malhonnête de son représentant. Paris refusait cependant de l'admettre pour éviter de se trouver directement impliqué dans cet imbroglio diplomatique à un moment où les négociations avec Madrid constituaient une priorité. La perte de ces livres affectait beaucoup Moulay Zeidane. Nous avons vu les sentiments qu'il exprimait à propos du vol de quelques-uns de ses livres par Abdallah ibn Ali. On peut imaginer ce qu'il ressentit après la disparition de sa bibliothèque tout entière. Afin de faire pression sur le roi de France, qu'il tenait pour responsable de la situation, mais peut-être aussi pour assouvir un besoin de vengeance, il fit emprisonner tous les ressortissants français qui se trouvaient alors dans ces États. Pendant 2 ans, le commerce cessa entre le Maroc et la France, et les relations entre les deux pays ne reprirent que bien plus tard, en 1631. Les Provinces-Unies, de leur côté, prirent soin de ne pas mécontenter le sultan du Maroc, afin de préserver les bonnes relations qu'elles entretenaient avec lui. Des courriers furent envoyés à leur ambassadeur à Paris, lui demandant d'obtenir le fameux sauf-conduit pour la délégation marocaine. Celle-ci restera jusqu'en août 1613 à Amsterdam, mais ne pourra jamais se rendre en France, ce qui ne fera qu'accroître le ressentiment de Moulay Zeidane. D'un autre côté, al-Jazouli ne manqua pas de faire de la désinformation pour grossir l'ampleur du préjudice subi par son maître. Il déclara à l'arabisant hollandais Thomas Herpenius que les manuscrits étaient au nombre de 7800, initiant ainsi une inflation contagieuse. À la fin 1616, bien plus tard, pour un chiffre équivalent de volume, cette fois-ci c'est la valeur qui monte et atteint 2 millions de livres monnaie, selon le chevalier Isaac de Razilly, chargé par Louis XIII de restaurer les relations avec le Maroc. Le 5 décembre 1631, les lecteurs de la Gazette de France peuvent lire que le vol de la bibliothèque du roi du Maroc, où était le manuscrit original des œuvres de Saint-Augustin, estimé tant pour le prix des volumes que notamment des pierreries dont ils étaient enrichis, à 4 millions de livres. En 1692, l'ambassadeur marocain en Angleterre affirme à un interlocuteur qu'il y avait au total 20 000 livres dans la bibliothèque. Les États généraux des Provinces-Unies continueront à soutenir les requêtes marocaines. Après le départ de la délégation, ils écriront encore, en 1614, à Marie de Médicis pour lui demander d'intervenir auprès de l'Espagne afin que les livres soient restitués à Moulay Zeidane. Des canaux de communication parallèles, peut-être informels, devaient néanmoins exister entre l'Espagne et le Maroc, en dépit de leurs très mauvaises relations. Le sultan semble en effet avoir fait des propositions de nature à persuader les Espagnols de lui restituer ses livres.
Dans une lettre du 9 juillet 1615, l'ambassadeur de France à Madrid, André de Cochefilet, baron de Vosla, fait en effet allusion à un échange d'esclaves chrétiens contre la bibliothèque, dans laquelle, je cite, Moulay Zidane offre aux Espagnols 400 ou 500 000 écus d'esclaves pour ses livres. À l'époque, la libération des esclaves chrétiens en Afrique du Nord était un souci constant de puissances comme l'Espagne ou la France. D'ailleurs, le Notre-Dame de la Garde transportait à son bord 4 marins capturés par les Marocains et libérés comme geste de bonne volonté en direction de la France par Moulay Zidane. Ce dernier avait donc recours à un sujet sensible pour les Européens afin de récupérer ses livres. Mais dès l'automne 1614, au moment où la bibliothèque est transportée à l'Escorial, Philippe III avait fixé à Moulay Zidane un prix tellement élevé pour la restitution de sa bibliothèque que le sultan avait en fait été contraint de renoncer. De toute évidence, le roi d'Espagne avait décidé de conserver les manuscrits dans sa propre collection. La mort de Moulay Zidane en 1628, après celle de Philippe III en 1621, ne mit pas fin aux tentatives marocaines pour obtenir la restitution des volumes. Son fils l'essaya en 1651 et plus tard, des sultans alaouites demandèrent aux Espagnols de leur rendre la bibliothèque, à commencer par le Moulay Ismaïl en 1686. Mais tout cela sans succès. La collection du sultan avait affronté, dans les conditions que vous connaissez désormais, les risques d'un voyage sur l'eau. Elle devait encore faire face à ceux du feu. Il ne s'agissait pas cette fois des bûchers de l'Inquisition, mais de l'incendie qui se déclara le 7 juin 1671 à l'Escorial. En dépit des moines hieronymites de l'Escorial pour préserver les fonds dont ils avaient la charge, les flammes dévorèrent environ 6000 manuscrits de la collection royale, dont 2000 en arabe. À la suite des recommandations de Francisco de Gourmendi, une série d'efforts de classement et de catalogage vit le jour. Dès 1617, un franciscain écossais installé à l'Escorial, David Colville, procéda à une identification systématique des thèmes, grammaire, poésie, etc., prélude à un classement que la collection de Moulay Zidane n'avait jamais connu jusqu'alors. La contribution décisive fut l'œuvre de Miguel Casiri. Ce prêtre maronite, venu d'Espagne vers 1745, se vit confier à partir de 1749 la tâche de cataloguer l'ensemble des manuscrits arabes de la collection royale. Il en résulta 2 in-folios publiés en 1760 et 1770. Le catalogue de Casiri contribua de manière importante à faire progresser en Europe les études sur la littérature et l'histoire de l'islam. À la fin du XIXe siècle, un membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Hartwig d'Erembourg, vint à l'Escorial et prépara un nouveau catalogue dont le premier fascicule parut en 1884. D'Erembourg ne vit pas la fin de son travail, qui fut mené à terme par Évariste Lévy-Provençal et Henri-Paul Joseph Renaud. Tout récemment, avec la collaboration de 2 collègues, Nouria de Castilla et Bachir Tahali, j'ai publié la première synthèse d'ensemble sur l'histoire et les contenus de la bibliothèque de Moulay Zidane. Celle-ci est en effet d'une importance considérable, car grâce à l'histoire romanesque qui est la sienne et que je vous ai contée, sa particularité est d'être une des très rares bibliothèques anciennes du monde musulman à être restée dans l'état qui était le sien il y a de cela 4 siècles. On rapporte qu'Ahmad al-Mansour, alors qu'il faisait édifier son palais du Badir à Marrakech, se tenait régulièrement informé des progrès de la construction de l'Escorial lancée par son adversaire Philippe II. Il ne reste rien du Badir, ou si peu, mais par une ironie de l'histoire, une partie de la bibliothèque du sultan a rejoint le palais-monastère de son adversaire espagnol. Au moins y a-t-elle trouvé un cadre à sa hauteur. Je vous remercie.